Alors maintenant, je vais expliquer un peu comment fonctionne le réseau d'un point de vue de la configuration. Parce que dans la vidéo précédente, j'ai fait une explication sur l'encapsulation. Donc l'encapsulation, je fais juste un rappel vite fait. On a, on a un paquet réseau qui est en fait un message avec des en-têtes. Donc là, par exemple, des en-têtes, c'est diverses informations. Par exemple, selon le niveau, en niveau 2, donc sur le modèle OSI, c'est l'adresse MAC, par exemple, de destination, l'adresse MAC de source, ensuite il y a un contenu, il y a un message contenu. Et en fait, l'encapsulation, c'est partir en fait du principe que tout ça, c'est également un contenu d'un paquet plus gros avec d'autres en-têtes. Par exemple, là, si on a une encapsulation de niveau 3, et ben on a IP ici de source et IP de destination. Et dedans, le message qu'il y a dedans, c'est le paquet de niveau 2, tout simplement. Donc c'est la trame. Ok? Et l'encapsulation fonctionne comme ça, la manière de Blueberry, comme je l'avais dit précédemment. Voilà. On peut aller jusqu'au niveau 7, puis après on peut faire encore des encapsulations supplémentaires par-dessus. Par exemple, il y a l'encapsulation pour le VPN. Et il y en a, on peut en inventer, on est aussi libre d'en inventer plusieurs si on le souhaite. C'est pour ça que il existe énormément de protocoles différents. En fait, les entreprises peuvent également créer leur protocole. Donc voilà, j'avais fait un rappel sur ça. Et quelque chose que je vais expliquer très brièvement, mais je vais faire une vidéo dessus juste après, c'est sur les masques réseau. En fait, on va créer un réseau et on va le configurer. Donc je vais faire une petite parenthèse sur qu'est-ce qu'un réseau. Un réseau, c'est juste un ensemble de machines, en fait, hot est écrit comme ça, hein, qui sont en fait connectés entre eux pour communiquer. Et en fait, ils vont apparaître, en fait, on va raisonner avec des adresses IP. Donc en fait, ils vont apparaître chacun avec une adresse IP. Donc on va devoir leur assigner à chacun une adresse IP en particulier. Et il va y avoir un masque de réseau. Le masque de réseau, c'est simplement quelque chose qui accompagne l'adresse IP et qui va nous permettre de savoir quel est l'ensemble des possibilités d'adresse IP, d'adressage IP. Donc en gros, c'est la plage d'IP possible pour les machines qui appartiennent à ce réseau. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais faire une vidéo dessus juste après où j'explique vraiment en détail comment ça fonctionne. Mais par exemple, dans l'idée, si par exemple j'ai 192.168.1.25 par exemple, là on est sur une adresse IP locale, typiquement. Et en fait, cette adresse IP locale, je vais expliquer aussi pourquoi dans l'autre vidéo, pourquoi c'est local, hein, typiquement 192.168, on s'en sert pour de l'adressage local. Eh bien, il peut avoir un masque, le plus courant comme ça dans les petits réseaux, c'est 255, 255, 255, 55.0. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les chiffres, je vais mettre un peu de rouge là, un peu de rouge, voilà. Les chiffres qui sont là, ça va correspondre aux 255 qu'il y a là. Et en fait, ça veut dire que, en gros, parce que c'est plus compliqué que ça, mais là, vous avez juste besoin de savoir en gros ce que ça signifie, et après je rentrerai en détail, parce qu'en fait, l'explication, elle est en binaire. Donc, il va falloir un peu plus de temps pour la faire. Donc, c'est pour ça que j'en fais une vidéo séparée. Mais en gros, on peut visualiser ça comme des degrés de liberté. C'est-à-dire que là, 255, il n'y a aucun degré de liberté. Il y a 255 valeurs possibles pour 192, mais on remplit tous les degrés de liberté, entre guillemets, donc il n'y en a plus, donc 192 ne peut valoir que 192 dans le réseau. Pareil, 168 est fixe, parce qu'il y a 255 ici, et 1 est fixe, parce qu'il y a aussi 255. Ok? Et le 0, ça veut dire qu'il a tous les degrés de liberté, cette valeur-là peut aller de 250, de 0 à 255. En réalité, il y a une adresse de broadcast qui est réservée, et il y a une adresse de réseau qui est réservée qui ne pourront pas être pris. Donc c'est la première et la dernière. Donc là, ce sera pour ce chiffre-là le 0 ainsi que le 255. Donc n'importe quel hôte présent sur ce réseau pourra avoir une IP de cette forme-là avec, en dernier chiffre, point .1 jusqu'à point .254. Voilà. J'ai fait cette petite parenthèse, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Vous comprenez simplement que le masque et l'adresse IP sont deux informations nécessaires pour avoir l'information de quel est le champ des possibles en termes de forme d'IP euh, attribuable en fait dans le réseau. Et ça c'est pratique parce que ça permet en réalité de dicter, d'imposer
le format, entre guillemets, le pattern de toutes les adresses IP potentielles qui peuvent vivre dans le réseau. Donc avec une adresse IP donnée, on sait si elle appartient à une machine qui est sur le réseau ou si elle appartient à une machine qui est à l'extérieur du réseau. Et ça, c'est assez important. Voilà, donc j'ai fini cette petite parenthèse, c'était justement pour expliquer ça. Ok, et maintenant on va aller sur Cisco Packet Tracer, qui est un logiciel en fait par Cisco. Cisco, c'est quoi? Cisco, C-I-S-C-O, c'est en fait une entreprise qui fabrique des routeurs, qui fabrique des commutateurs, qui fabrique tout un tas d'équipements réseau. Si vous savez pas ce que c'est qu'un commutateur et un routeur, j'explique brièvement ce que c'est dans le cours numéro 2. J'ai pas tout à fait expliqué ce que c'est qu'un routeur, j'ai expliqué qu'une partie, en fait, la partie qui vous concerne pour comprendre votre réseau chez vous. Mais là, on va voir en plus en détail ce que fait réellement un routeur. Je vais rester assez léger dans la configuration, mais je vais vous donner toutes les bases pour bien comprendre comment ça fonctionne. Tout le reste, une fois que vous aurez maîtrisé ça et que vous aurez compris ça, ça sera juste des petits ajouts et puis on peut augmenter en complexité, ajouter plein de systèmes de firewall, etc. si ça nous fait plaisir. Et puis il y a toute une ribambelle de protocoles différents avec chacun leur initiale, ça n'en finit jamais. Je vous présente les plus importants. Il y en a évidemment d'autres qui sont importants, mais au moins là ça tient sur une petite vidéo et vous aurez largement assez de connaissances pour construire vos configurations réseau et faire des réseaux fonctionnels, plus ou moins complexes. Donc en fait Cisco, voilà, c'est juste un fabricant, comme il y en a d'autres en fait, mais c'est vraiment le principal, d'équipements réseau. Et ils ont mis à disposition un logiciel qui est libre d'accès, il faut juste s'inscrire sur leur site, je crois, mais gratuitement, pour pouvoir installer Cisco Packet Tracer. Donc vous pouvez vous renseigner sur Google, sur Cisco Packet Tracer, c'est vraiment pas mal, c'est un simulateur en temps réel d'équipement réseau. Il y a d'ailleurs de quoi manipuler le temps, on peut accélérer le temps ici, mais sinon, ils essaient de simuler le vrai temps que ça prend entre les paquets, etc. Il y a un mode simulation et qui permet aussi de pouvoir analyser les paquets un par un, et c'est vraiment très bien, c'est très pédagogique, et ça nous permet vraiment de nous mettre en conditions réelles parce que c'est assez réaliste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un à un les différentes configurations réseau possibles. Donc, déjà, il faut savoir que les équipements réseau sont livrés avec un système d'exploitation Cisco, qui s'appelle l'iOS, donc c'est l'iOS, c'est pas celui de Apple, hein, ça n'a rien à voir, c'est un système d'exploitation pour les équipements Cisco, qui sont en réalité des systèmes d'exploitation qui permettent de gérer les fonctionnalités de base, des routeurs, commutateurs, etc. En fait, on va interagir avec ces équipements principalement par CLI. CLI, c'est quoi? Je crois que c'est l'abréviation pour Command Line Interface. Mais en fait, le CLI, c'est juste en ligne de commande. En fait, on va configurer tout en ligne de commande, vous allez voir, de toute façon. Par exemple, si je me mets là, on a de quoi faire les équipements. Si je me mets sur les switches et que je prends lui, par exemple, hop, je peux le placer. Je peux placer un autre switch si je veux, et puis on peut les connecter entre eux avec le petit éclair là. Ou alors on peut sélectionner un câble particulier, là c'est juste que ça sélectionne un câble automatiquement. Sinon généralement on prend ce câble là. Et puis on peut choisir sur le port. Donc, je vous ai dit que le commutateur, on peut brancher plusieurs machines dessus pour les faire communiquer entre elles. Donc c'est une communication réseau qui se fait automatiquement par le système d'exploitation du commutateur. En réalité, il fait quelque chose de très simple. Il analyse les paquets, donc les trames de niveau 2, en fait, finalement, avec adresse MAC source et adresse MAC de destination. Il analyse l'adresse MAC de destination et il redirige le paquet, la trame, sur le bon câble, en fait. Et comment il sait si c'est le bon câble? Bah, au début, il sait pas, donc il envoie dans tous les câbles où il y a un appareil connecté. Et puis l'appareil connecté en bout de câble qui est concerné par l'adresse MAC de destination va renvoyer un paquet de réponses. Et là, le switch va noter dans sa table CAM, une, qui est une table en fait dans son logiciel, qui stocke en fait en mémoire. C'est pour garder mémoire de qui est où. Donc il y aura deux colonnes. Il y aura la colonne où il y a marqué le port en fait d'entrée, le port physique où est branchée la machine, associé à l'adresse MAC de la machine. Donc après, il aura juste à consulter, il y a un paquet qui arrive sur lui, ok, parfait. Quelle est l'adresse MAC de destination? Je connais l'adresse MAC de destination parce que je l'ai lu dans le paquet, niveau 2, la trame, et je regarde dans ma table CAM à quel port ça correspond. Si je sais à quel port physique ça correspond, j'envoie le paquet sur ce port, le port concerné. Si je ne sais pas parce que ça n'apparaît pas dans la table CAM, j'envoie sur tous les ports, tout simplement.
Donc c'est assez simple le fonctionnement de base d'un switch. Donc là, il y a plein de ports disponibles. Vous voyez, on a 24, ça fait beaucoup. On peut brancher 24 machines. Et là, je peux brancher. Voilà, je note, je branche le câble sur le port Fast Ethernet 0,1 sur les deux switches. Il y a principalement deux types de câbles. Il y a les Fast Ethernet et les Gigabit Ethernet. Voilà. Et après, il y a fibre. Donc fiber au lieu de Ethernet. Ok? Donc je branche sur le 0,1. Là, c'est orange, ça veut dire que la connexion est en train de se faire. Et après, quand on accélère le temps, pouf, elle se fait, c'est vert. Voilà. Quand on passe la souris sur ça, on voit les ports physiques concernés par les branchements. Et lorsqu'on met la souris sur le switch, on voit un aperçu d'une association port physique. Donc, si le lien est up, donc s'il y a quelque chose de branché dessus, l'adresse IP assignée à l'interface réseau de la carte réseau et le numéro du VLAN. En réalité, l'interface réseau, c'est simple, hein, c'est juste la carte réseau qui possède des interfaces réseau. Les interfaces réseau, c'est quoi? C'est simplement une adresse IP et un masque pour pouvoir en fait avoir l'hôte qui lui est assigné une identité dans le réseau, une identité d'hôte dans le réseau. Donc si on veut le contacter, on pourra le faire à travers cette interface réseau. Voilà. Avec l'IP qui correspond à l'interface réseau. Voilà, tout simplement. Il y a une adresse MAC également à l'interface réseau. Bon, voilà. À noter que les ports là sur les switches, ce sont des ports qui ne possèdent pas d'interface réseau. En réalité, les interfaces réseau, c'est ce qui a marqué la VLAN. Donc VLAN, c'est Virtual LAN. Il y a une IP qu'on peut assigner à ce VLAN, donc ça va représenter l'interface réseau du switch. Et les ports physiques qui y sont ne sont pas avec une interface réseau configurable. Parce que l'interface réseau, il n'y en a qu'une, c'est le VLAN 1. On peut en créer d'autres, il y aura VLAN 2, VLAN 30 si vous voulez. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a à retenir, parce que je vais pas expliquer les VLAN maintenant, je vais les expliquer un peu après. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que il y a une interface réseau, qui est celle VLAN 1, et les autres ports, donc Fast Ethernet 2, 3, 4 jusqu'à 24, sont seulement des ports physiques. Voilà. Donc automatiquement, ils vont être assignés au VLAN 1. C'est pour ça qu'on voit une colonne VLAN. Parce qu'ils sont tous assignés à ça. Donc ça permet de brancher plusieurs appareils sur la même interface réseau du switch. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Le switch, c'est justement un appareil qui existe en tant qu'une seule entité dans le réseau et auquel on peut brancher plusieurs autres. Ok? Donc là, en cliquant sur le switch, sur l'icône du switch, on peut aller voir sa configuration, donc des différents ports, voilà. Et on peut aller voir sur tout ça qui nous intéresse, la ligne de commande. Donc là, on peut interagir avec le switch, tout simplement. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un historique de commande. J'ai pas tapé ça, en fait. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Je vais supprimer ça. Delete, ouais. Hop, hop. Je vais seulement remettre un switch. Voilà, il redémarre. J'accélère le temps. Hop. Et là, un nouveau switch démarre. Pourquoi pas. Et là, on est sur l'interface réseau. Hop. Bon, je vais pas perdre de temps sur la manière, l'ordre, etc. des commandes, parce que ça dépend d'un constructeur à l'autre. Là, c'est Cisco. C'est bien d'apprendre Cisco, vraiment. Vous pouvez avoir plein de cours sur CCNA. Moi, je vais vous faire un cours rapide sur, en fait, comment fonctionne la configuration réseau. Une fois que vous aurez maîtrisé ça, vous aurez plus qu'à rechercher sur Google, sur la documentation Cisco, comment faire tel ou tel truc, en fait. Et puis, il y aura les commandes de configuration qui sont concernées. Et elles sont assez explicites, elles sont assez simples à comprendre, parce que la configuration réseau, comme ça, de base, c'est en réalité assez simple sur le principe. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va taper enable pour mettre le switch. Donc là, il passe d'une petite guillemets, là, petite flèche à un dièse. Ça veut dire qu'on est en mode d'administration, en fait, si vous voulez. Voilà, on est en mode privilégié. Ok, je vais pas expliquer pourquoi enable, je vais juste admettez que les commandes c'est ça. Là, on peut voir plusieurs trucs. On peut faire show. Alors, à noter qu'avec les commandes Cisco, qu'on fasse show ou qu'on fasse SH, c'est pareil. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de noter les mots en entier à partir du moment où ils devinent et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Si par exemple, il y avait par exemple, je sais pas, show IP tout attaché et show, il y a une ambiguïté dans la commande si je mets SH, ça peut être une des deux.
Donc il va te dire qu'il faut taper un peu plus de lettres. Mais à partir du moment où il y a suffisamment de lettres pour qu'il puisse deviner ce que c'est, alors dans ces cas-là, il va comprendre la commande. Ce qui est plutôt pratique. Donc par exemple, on peut show IP interface. Donc là, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir visualiser les interfaces. Bon, par contre, juste un truc. Là, il me dit que je peux pas les visualiser parce que VLAN est administrativement down. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait conf t pour configure terminal, comme ça. C'est en réalité pour rentrer en mode config. Et en mode config, on peut configurer plein de trucs. Vous faites point d'interrogation et vous avez toutes les listes de commandes possibles. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est interface. Parce qu'en fait, on va select une interface to configure, on va configurer une interface. Je vais configurer l'interface VLAN. Parce que tout à l'heure, il m'a dit que VLAN est down. Ok, donc je vais faire int VLAN, interface VLAN, et là je peux refaire le point d'interrogation pour voir ce qu'il me propose de faire. Ok, voilà. Là il y a une notion assez importante, c'est le no. Donc no, c'est juste que en fait, ça permet d'inverser une commande. Par exemple là il y a la commande shutdown pour éteindre, no shutdown, ça l'allumera, ça fera l'inverse. Pareil si vous assignez une adresse IP, no IP la commande, ça va annuler la commande. Donc par exemple là je fais IP, je fais un point d'interrogation, IP point d'interrogation, pour en fait savoir ce qu'il se passe, ce que je vais faire finalement. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que je vais devoir assigner une adresse IP, parce que n'oubliez pas quelque chose de très important, un hôte, en tout cas une entité dans un réseau, au sein d'un réseau, ne peut pas exister sans adresse IP qui la représente. Donc il faut obligatoirement lui assigner une adresse IP. Donc on va lui assigner une adresse IP, donc c'est adresse, je tape juste addr, ça suffit. Et là je vais lui mettre l'adresse par exemple 192.68.1.1. Voilà, et là il va me dire non, incomplete commande, donc je fais point d'interrogation pour savoir ce qu'il veut, et il veut le subnet mask, le masque. Donc comme je vous en ai parlé, le masque, oula, le masque, putain, je sais plus écrire. Le masque, ça peut très bien être ça, donc l'exemple que je vous ai donné, donc là il y a un degré de liberté de 1 à 254 pour tous les appareils qui sont dans le réseau, donc ça va dicter aussi à quel réseau correspond le switch. Et maintenant que il a une adresse IP, je peux faire no shut pour allumer l'interface. Et là, les change to up. Donc si on passe la souris dessus, on verra que il y a VLAN qui est marqué en up. Et on voit que dans la colonne IP adresse, il a effectivement une adresse IP. Slash 24, c'est simplement le masque. C'est une manière plus concise d'écrire le masque. Vous allez comprendre dans la vidéo sur l'adressage IP et les masques. Donc là, on retourne sur notre CLI. Et en fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que end, c'est pour revenir en fait comme ça, sortir de la configuration. Et maintenant, on peut faire show IP int, et là, on a la description de VLAN. Voilà. Ok. Donc là, on peut voir que line protocol is down, parce que tout simplement, il n'y a personne qui est dans le VLAN de up. Normalement, oui, en fait. Ah bah non, c'est parce qu'en fait, il est pas branché. S'il était branché, il aurait marqué up. Parce qu'il y a une différence entre administratively down et down. Administratively down, ça veut dire qu'on l'a pas allumé l'interface. Et down tout court, ça veut juste dire qu'il y a rien de connecté. Il ne communique avec rien sur l'interface. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, je peux faire ship int br pour brief, comme ça, brief. C'est en fait quelque chose, là il cherche un domaine qui s'appelle brief, donc je vais accélérer le temps, voilà, hop, encore. En fait, ça permet de visualiser toutes nos interfaces. Et ça va être très bien parce que on en a très régulièrement besoin. Voilà. Donc, là c'est cool, on a configuré l'interface VLAN, et maintenant on va brancher tout simplement des appareils. Donc par exemple, si je branche ce PC là, je branche ce PC là, je leur mets un câble que je branche au switch, je lui mets un câble que je branche au switch. Donc là je suis en mode rapide, branchement rapide, donc en fait il n'y a pas eu besoin de sélectionner l'interface, ça m'a automatiquement mis par exemple ici, attends, si je passe la souris dessus, F1.01 et là FA02 je pense. Voilà, tout à fait. On accélère le temps pour que la connexion soit bien établie, parce que on rappelle que c'est un simulateur aussi basé sur le temps. Et maintenant, c'est parfait. Il va pouvoir communiquer. Sauf que pour communiquer, par exemple, on va dans desktop, et là, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec un vrai PC.
Voilà. On va avoir là, et puis on peut ping, par exemple, le switch. Ça ne va pas fonctionner normalement, parce qu'il ne pourra pas renvoyer les données. Il ne pourra pas renvoyer les données parce qu'on n'a pas d'adresse IP. Donc il faut, n'oubliez pas, toujours très important, assigner l'adresse IP à la totalité des appareils présents sur un réseau. Donc soit il y a DHCP, soit il y a statique. Alors, il faut pas que ça fasse peur. Statique, ça veut juste dire qu'elle bouge pas, on l'assigne nous-mêmes, l'adresse IP. Et DHCP, ça veut dire qu'on va se servir du protocole DHCP, dont j'ai brièvement parlé dans la précédente vidéo, qui va en fait assigner automatiquement une adresse IP. D'accord? Donc en fait, on peut brancher un serveur DHCP, donc une machine tout simplement, qui va faire tourner un service DHCP, et il va pouvoir écouter et être interrogé par les machines qui désirent avoir une adresse IP. Et selon les paramétrages de ce service DHCP, eh ben on va lui trouver une adresse IP valide, cohérente avec le réseau, disponible, et on va lui renvoyer, lui dire tiens, toi tu peux prendre cette adresse IP. Le PC va ensuite dire à tous les appareils du réseau, mon adresse IP maintenant c'est ça, je l'ai choisi. Et le DHCP va l'enregistrer dans sa table d'association d'IP. On va pas faire DHCP pour l'instant, on va faire juste statique. Et on va lui assigner par exemple .2 et le masque réseau comme ça par défaut. Default gateway, c'est quelque chose que vous aurez besoin de configurer, mais je vous le montre juste un peu plus tard. Et maintenant, on va pouvoir tranquillement ping notre switch, normalement. Si on peut pas le ping, ah si bon, on peut le ping. C'est qu'il y aurait eu un problème avec le VLAN, on n'était pas sur le bon VLAN. Mais là, je rappelle que par défaut, tout le monde est sur le VLAN 1. Voilà, dans la colonne VLAN, il y a un de partout. Donc tout le monde répond à la dernière ligne là, de ce tableau, VLAN 1, up, et 192.168.1.1/24. Voilà. Donc tout le monde est connecté à cette interface-là. Donc on voit bien que les deux premières lignes de ce tableau, Fast Ethernet 0.1 et 0.2, sont up. Ils ne sont pas down. Donc il y a bien quelqu'un de connecté dessus. On va assigner également une adresse IP à ce PC-là. Par exemple, le 3, de... Oula, j'ai fait une erreur de typographie encore. Voilà. Hop. Et là, on a un masque. Donc, on assigne automatiquement, mais on peut le choisir, hein. Des fois, on aura des masques un peu bizarres, il va mal deviner le masque qu'on veut. Mais comme ça, c'est une adresse IP plutôt classique, il nous préchote le masque. Voilà, tout simplement. Mais là, on va faire ça, et maintenant, on va pouvoir communiquer avec le premier PC, par exemple. Hop. Et voilà, on a communiqué avec le premier PC, et c'est très bien. Tout simplement. Là, on a un réseau fonctionnel entre deux PC, il ne faut rien d'autre. Parce que le switch fait tout seul, parce qu'on est connecté au switch sur la même interface, chacun a des IP, bah c'est tout ce qu'il faut. Et il faudra jamais plus en fait. Il faudra jamais plus. Donc voilà, et maintenant si on veut deux PC autres, par exemple, on va prendre des ordinateurs portables. Et on veut que les ordinateurs portables puissent communiquer entre eux, mais qu'ils ne puissent pas communiquer par exemple qu'ils ne puissent pas communiquer avec les ordinateurs fixes par exemple. Là par défaut, si si je mets à chacun des adresses IP, ils vont pouvoir communiquer entre eux. Sauf que moi, je vais leur donner d'autres adresses IP, par exemple 2 ici, voilà, avec un autre masque de sous-réseau qui accède beaucoup plus, parce que là, on peut aller de 254, de 0 à 254 sur les 3 derniers chiffres, donc c'est énormément d'IP. Mais ça reste une IP, un adressage IP local, hein. J'expliquerai pourquoi un local, pas local, c'est dans la prochaine vidéo. Ça va être plutôt clair. C'est juste que là, je vais pas perdre du temps à expliquer ça, c'est pas du tout nécessaire pour comprendre la configuration réseau. Le mieux, du coup, c'est de les faire communiquer à travers, en configurant une autre interface réseau pour le switch. Parce que là, en fait, les adresses fast Ethernet, il est marqué, ils sont sur le 1 aussi. Les deux, ils sont sur le VLAN 1. Ce qui n'est pas cohérent. On ne doit pas avoir de, de réseau avec des adressages IP avec des masques qui ne sont pas cohérents entre eux. C'est très important pour communiquer. On verra plus tard pourquoi. Ça, c'est beaucoup plus flagrant lorsque, ne serait-ce que lorsque on fait passer plusieurs réseaux comme ça à travers deux commutateurs différents, et encore plus pour le routage avec le routeur. Et pour l'instant déjà, retenez juste que
C'est très important d'avoir des interfaces réseau pour chaque hôte d'un réseau qui est cohérent avec le masque réseau qu'on a décidé d'attribuer. Donc là, par exemple, je vais lui mettre une adresse IP comme ça, et je vais lui mettre ça en masque pour rester cohérent avec le masque des autres. Et maintenant, j'allume l'interface réseau de VLAN 2. Voilà. Et maintenant, on peut voir que VLAN 2 est également une interface réseau, qu'elle est down. C'est normal, il n'y a personne de connecté dessus. Parce que j'ai Fast Ethernet 0.3 et 0.4 sont en fait up, mais sur le VLAN 1 encore assigné. On voit. Donc, il faut, c'est pas CD, j'allais faire ça pour retour, mais c'est pas ça. C'est, je crois que c'est end pour ressortir l'interface, mais je crois que c'est exit pour reculer d'un niveau. Donc j'étais dans la configuration de l'interface, parce qu'en faisant int VLAN, je suis rentré dans le mode de configuration de l'interface. Donc c'est vrai que pour reculer d'un niveau et être dans la configuration de base, il fallait juste faire exit. Et si on fait end, c'est juste pour sortir totalement du mode de configuration. Par exemple, si je fais end VLAN, je suis dans deux niveaux de configuration, dans la configuration globale et dans la configuration d'interface. Si je fais end, je sors de tout d'un coup. Voilà. Donc je vais revenir dans le mode de configuration globale. Et là, je vais configurer Fast Ethernet 0.3, par exemple. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire les deux à la fois, donc avec int range, il me semble. Hop. Ok. Et là, je peux configurer l'interface Fast Ethernet 0.3 et 0.4, les deux à la fois. Et là, je vais les mettre dans le même VLAN. Donc je fais help pour savoir comment on fait, parce que je m'en souviens plus trop. Et là, on va faire ces switch port, donc switch port access, et c'est VLAN, et puis c'est ça en fait, VLAN 2. Voilà, switch port access VLAN 2, et là ça va accéder, ça va assigner le VLAN 2 à ces ports-là. Donc là, on dirait que j'ai sorti un peu du chapeau ces commandes-là, c'est tout simplement parce que je me suis renseigné sur la doc pour savoir comment faire. Une fois que vous savez que techniquement on peut assigner des ports d'un switch à un VLAN en particulier, selon le constructeur, les commandes pour y parvenir sont totalement différentes. C'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus. Mais vous pouvez tout simplement consulter la Toxisco, elle est très claire et elle est disponible à tout le monde. Voilà. Donc là c'est très bien. Et j'ai configuré donc les deux qui étaient en orange là et qui se sont remis bien. Et là maintenant, ils peuvent communiquer entre eux. Ils peuvent pas communiquer avec les autres PC parce qu'ils ont tout simplement pas le même masque et ne sont pas sur le même réseau. Là maintenant, si on passe la souris sur le switch, on voit que VLAN 2 est passé en up, donc c'est très bien. Et on a donc deux réseaux gérés par un seul même switch. C'est à ça que servent les VLAN. Maintenant, je vais vous expliquer juste un truc vite fait. Si par exemple j'ai un autre switch et que j'ai un autre PC avec VLAN 2 et j'ai un autre PC fixe qui on veut qu'il soit dans le VLAN 1 lui aussi. Ok? Et que je connecte tout le monde entre eux. Donc je vous connecte avec gigabit, pourquoi pas. Voilà. Et vous avec un câble droit, mais j'ai la flemme d'assigner les ports, donc je fais comme ça. J'attends que tout le monde soit connecté bien, ok? Et en fait, je veux que le PC portable soit dans les autres réseaux, dans le VLAN 2 avec lui et lui. Donc qu'il puisse communiquer avec les deux autres réseaux portables et que les fixes puissent tous communiquer entre eux, malgré le fait qu'ils soient pas sur la même switch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire en sorte d'avoir une interface VLAN 1 et une interface VLAN 2 sur ce switch aussi. Et en fait, les VLAN 1 et VLAN 2, ça va être en fait les mêmes communs à tous les switches d'un même réseau. Donc là, on va avoir lui dans le VLAN 1, donc on configure sur le port du switch qui correspond à ce PC-là. On va dire c'est dans le VLAN 2, lui c'est dans le VLAN 1, et donc il pourra communiquer avec tous les autres du VLAN 1, etc. Et là-dedans, dans ce câble, transiteront les paquets VLAN concernant le VLAN 1 et les paquets concernant le VLAN 2. Ok? Donc on passe en mode privilégié, on passe en mode configuration, et là on va assigner tout simplement à l'interface VLAN 1 une adresse IP. Donc en adresse IP, on peut lui mettre 192.168. Pardon.
IP adresse 192.168.1.5 par exemple, et je mets le masque de base, no shut, ok. Je vais faire exit, je vais également configurer la VLAN 2, IP adresse, je vais mettre donc à cette nouvelle interface une adresse IP qui est 10.0.0.5 par exemple, et en masque, je mets le masque cohérence réseau, et j'allume. Et après je sors, et j'assigne à chacune les VLAN. Donc par défaut, tout est dans VLAN 1, donc j'ai pas besoin de mettre le PC fixe dans VLAN 1. En revanche, le port là qui pointe vers le PC portable, donc le FA01, FA01, il faut que je le mette dans le VLAN 2. Donc c'est switch port access VLAN 2. Voilà. On attend un peu pour que la connexion se fasse. Boum. Maintenant, tout le monde peut là communiquer avec ce PC-là. Donc il faut pas oublier de leur attribuer des adresses IP, c'est très important. Par exemple 10. Lui, je vais aussi lui attribuer une adresse IP. 192.168.1.10 par exemple. Hop, avec ce masque-là, très bien. Maintenant, tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Alors, ça va fonctionner, il me semble. Donc si lui, tu fais ping 10.0.0.10, je crois que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je sais pourquoi. Mais normalement, automatiquement, il y a du troncage. Je vais vous expliquer dans tous les cas ce que c'est que le troncage. Ah, apparemment, ça ne fonctionne pas. Très bien. Eh ben, je vais en profiter pour vous expliquer ce que c'est que le troncage. Donc, en réalité, vous avez, normalement, eux, ils peuvent communiquer entre eux. Si je dis pas de bêtises, les PC fixes peuvent communiquer entre eux. Voilà. Ils peuvent communiquer. Donc là, j'ai fait en sorte que le PC 1, lui, puisse communiquer avec lui. Voilà. Parce que par défaut, dans ce câble-là, passe uniquement le VLAN 1. Parce qu'on peut pas, sinon on peut pas différencier, en fait, le VLAN 1 du VLAN 2. Donc en fait, il faut assigner au port, ici, correspondant à ce câble sur ce commutateur, et le port correspondant à ce câble sur ce commutateur, il faut leur assigner, en fait, un mode de troncage qui permet de considérer l'encapsulation VLAN des paquets qui circulent dans le câble. L'encapsulation VLAN, c'est simple, elle est au-dessus du paquet de base, et elle sert à rajouter en en-tête de ce paquet une information sur quel VLAN on est. VLAN 1, VLAN 2, ça peut être simplement, en fait, l'en-tête peut être simplement le numéro du VLAN. En fait, je sais pas comment est écrit l'en-tête, mais tout ce qui est à retenir, c'est que c'est une encapsulation qui permet de fournir, en plus du paquet, l'information sur le numéro du VLAN. Et comme ça, il n'y aura pas de collision entre les paquets et les commutateurs sauront comment les gérer correctement, comment les rediriger, vers quelle interface réseau du commutateur en question. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le port, donc, qu'on soit bien d'accord, c'est sur, je crois que c'est sur gigabit. Je t'assurer dessus. Gigabit 01 et gigabit 01. Donc pour les deux, c'est sur gigabit 01. Il faut configurer ces interfaces-là. Conf gigabit 01. Pardon, c'est pas conf, c'est int pour interface. Et c'est pas ça, c'est ça. Ok, ça fonctionne. On va déterminer un mode troncage. Donc, le mode troncage, je crois que c'est dans switch port. Switch port. Et là, on peut mettre mode. Voilà, set trunking mode. Ok, donc ça, c'est le mode de troncage. Donc set mode. Et là, je disais à chaque fois le point d'interrogation pour savoir trunk et il y a marqué l'explication. Donc, en plus de la doc qui vous permet de savoir quelle commande fait quoi, vous pourrez naviguer avec le point d'interrogation qui est vraiment une aide très utile et qui est quand même assez détaillé. Donc ça fait plaisir. Une autre raison pour laquelle, de toute façon, je ne reviens pas sur l'apprentissage des commandes. L'apprentissage des commandes, c'est bête, c'est stupide. Ce qui est important de comprendre, c'est le fonctionnement même de la configuration réseau. Voilà. Et là, switch mode, switch port, mode trunk. Et on fait ça, tout simplement. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Je pense que ça suffit. Je pense que, automatiquement, par défaut, ça prend en compte la totalité des VLAN. Mais on peut, il me semble que c'est dans Access.
Donc c'est switch port access, VLAN, et là on peut déterminer plusieurs VLAN qui peuvent avoir accès. Donc par exemple la VLAN 1 et 2. Non, effectivement ce n'est pas... C'est c'est peut-être dans trunk directement. Ok, c'est ça. Donc en fait quand vous faites switch port, help, vous avez directement une option trunk, set trunking characteristics. Donc vous faites trunk, help, et là allowed. Allowed les interfaces, donc allowed, et là vous dites quel VLAN. Donc, par exemple, j'autorise VLAN 1 et 2. Vous pouvez très bien faire, j'autorise que le VLAN 1. Et c'était la configuration par défaut. D'ailleurs, pour vous démontrer ça, je peux faire que j'autorise le VLAN 2. Voilà. J'autorise que le VLAN 2. Donc maintenant, j'accélère un peu pour que la configuration se fasse correctement. Maintenant, lui, il va pouvoir ping. Il va pouvoir ping correctement le PC. Donc il va pouvoir, lui, faire passer sa connexion, sa requête ici, qui va dire OK, j'ai vu, parce qu'avec la table cam, etc., le commutateur ici, que c'est sur ce port-là qu'il faut l'envoyer. Et le laptop, il va pouvoir communiquer avec, à travers ce câble, le VLAN 2. Et comme j'ai mis que le trunking, j'accepte uniquement le VLAN 2 et pas le VLAN 1, lui, s'il va vouloir communiquer avec lui, il va pas pouvoir. Parce qu'il va devoir passer par ce câble qui n'accepte pas les VLAN 1, alors que là, lui, il est configuré sur le VLAN 1 de ce commutateur. Et lui est configuré sur le VLAN 1 de ce commutateur. Donc, on va essayer de ping l'autre PC, et on va voir que ça ne va pas fonctionner. Voilà. On va avoir un problème. J'accélère le temps pour que vous voyez que tous les paquets sont perdus, effectivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir, ici, faire un trink port load 1, 2. Et là, ça va fonctionner. Maintenant, je fais la même commande, et ça va fonctionner. Faut attendre un peu. Ah non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que c'est bien la bonne IP? Oui, c'est la bonne IP. J'ai oublié, en fait, je viens de capter, de configurer le trunking sur ici. Il faut pas oublier de configurer le trunking ici, sur ce commutateur, mais également sur ce commutateur. Donc c'est pareil, c'est gigabit 01. Et là, on va tout simplement configurer le trunking aussi. Donc mode, trunk, ok. Et là, je fais switch port, trunk, load, VLAN 1, 2. Donc j'accepte les deux. Voilà. Maintenant, normalement, lui va pouvoir ping tranquillement. Allez. Ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les paquets, tout simplement. On va utiliser le mode de simulation pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et on va analyser que les paquets ICMP. Donc, ICMP. ICMP, en fait, c'est le protocole pour pouvoir ping. C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai utilisé la commande ping. Ok? On va utiliser que ces paquets-là. Et on active le mode simulation. Et on va voir ce qui se passe avec le paquet. Donc, je vais pinguer celui qui m'intéresse. Le paquet est là. Il est envoyé. C'est bien parce que le fait que je me plante dans ma configuration fait que je peux vous présenter le, hmm, pourquoi lui s'est envoyé à lui? Ok. Ok. Il a bien reçu le paquet, effectivement. Parce que c'est lui que j'ai ping. Ok. Ok. Et il a bien reçu le paquet. Va falloir m'expliquer alors. Et ben là, non, attendez. Pourquoi ça fonctionnait pas et maintenant ça fonctionne? Ça mettait juste du temps à se mettre en place ou c'est quoi le... En mode simulation ça fonctionne et en mode non simulation ça fonctionne pas. Real time, pardon. Hop. Non, ça fonctionne.
Ça fonctionne. Ok, donc tout à l'heure là ça buguait juste parce que j'étais en simulation, j'étais pas en real time. Mais sinon, la raison pour laquelle ça buguait ici, je ne sais pas. Aucune idée. Je pense que c'était le temps que ça se mette en place, donc j'ai pas accéléré le temps. Voilà. Mais c'est cool que c'est bugué parce qu'en fait j'ai pu vous montrer la simulation. Donc le mode simulation, qui est vraiment pas mal, on peut voir du coup les paquets transités. Et donc, bon là ça a fonctionné du coup, mais si ça fonctionnait pas, on aurait vu par exemple là, hop, il y aurait eu un problème. Il aurait redirigé sur lui par exemple, et après là ça aurait crash. Donc on sait que le problème il vient de ce commutateur là qui ne transmet pas le paquet correctement. Donc il y a une erreur de configuration pour transmettre le paquet. Voilà. Donc c'est quand même intéressant d'avoir vu ça. Alors, maintenant je vais vous montrer normalement, parce que là vous avez vu les switches, comment ils fonctionnent entre eux, comment configurer les adresses IP, comment configurer des switches entre eux avec plusieurs VLAN. Mais maintenant, je vais vous montrer que comment fonctionnent en fait les routeurs. Mais avant, j'aimerais bien vous montrer petit dernier truc. Est-ce que je vous montre le Fastport, BPDU Guard et les ports channel pour pouvoir mettre plusieurs câbles? Je pense que je vais pas vous le montrer là, ça ferait une vidéo un peu longue et puis ça n'augmente pas votre compréhension du réseau particulièrement en réalité. Donc ce que je vais vous montrer, c'est, je vais réarranger comment est mon réseau là, pour faire un peu d'ordre. Donc là j'ai un sous-réseau, un réseau, et je vais vous montrer le routeur. Donc par exemple si je prends ce routeur, moi je l'aime bien lui. Non, ça je confonds toujours avec le switch. Moi c'est le 1941 là que j'aime bien. Voilà. Alors ils sont différents, ils ont des légères différences. Moi je l'aime bien parce que là il y a de quoi ajouter des ports switch. C'est quelque chose que j'aime bien. Je vais pas vous présenter ça maintenant, mais on peut rajouter des modules. Modules, c'est tout simple, hein, c'est physiquement on rajoute des ports physiques, et bien on les verra dans notre CLI là. On liste les interfaces, on les verra. Et ça nous permet de faire des configurations un peu plus personnalisées. Voilà. Donc on entre, yes, hop, oula, yes. Non, 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 non. C'est pas ce que je voulais faire no. Je vais pas configurer de mot de passe, etc. Je vais vous expliquer après vite fait la configuration de mot de passe. Hop, hop, et forcément, hop, hop. No, enable, on passe en mode privilégié, on passe en mode configuration. Ce qu'on peut faire là, c'est brancher, on va le faire d'ores et déjà. On va avoir par exemple deux PC, ok? Deux PC qui sont branchés sur le réseau. Donc le réseau est en réalité représenté par un switch qui va donc redistribuer la connexion entre ces deux machines. Il peut y en avoir plusieurs, hein, j'ai choisi d'en mettre deux. Et on va connecter tout ce beau monde ensemble. Voilà. Et là, on va connecter ça au routeur. Voilà. Alors, à quoi sert le routeur? Là, je vous ai montré qu'il y a plusieurs hôtes. Je vous ai montré que les commutateurs, donc les switches, permettent de réunir plusieurs hôtes au sein d'un même réseau. D'accord? Et maintenant, donc on peut faire plusieurs réseaux en fait sans qu'il y ait trop de collisions, en fait, sans qu'il y ait du tout de collision d'ailleurs, en configurant des VLAN, plusieurs interfaces réseau sur un même switch. On l'a vu. Mais maintenant, je vais vous montrer comment faire communiquer deux réseaux entre eux. Parce que là, aux dernières nouvelles, je peux gérer plusieurs VLAN, mais ils peuvent même pas communiquer entre eux, en plus. Et en fait, l'appareil qui va servir de communication, de pont, en fait, entre deux réseaux distincts, ça va être le routeur. D'accord? C'est son rôle à lui. Donc, il va faire ça à travers une table de routage. On va voir ça plus tard. Enfin, maintenant, je vais configurer le routeur. Juste là, je vais configurer vite fait le switch, même pas besoin, mais je lui mets quand même un truc, une identité sur son interface. Donc, non, enable pour le mettre en mode privilégié, conft pour en mode de configuration. Je vais configurer le VLAN pour lui assigner le VLAN 1. Il n'y en aura qu'un seul de VLAN, ils seront sur le même réseau, eux deux. Pour lui assigner tout simplement une IP adresse. Donc 192.68.0.1 par exemple. Je choisis de leur donner une adresse HIP qui n'est pas compatible avec les réseaux qui est là-bas. C'est très important pour le routeur.
Donc avant c'était 192.68.1.1 ici, sur ce réseau. Et là ça va être le 0. Et comme il n'y a pas de degré de liberté, c'est bien sur le 0, et ben c'est bien un réseau distinct. Et maintenant je vais allumer, bon normalement il n'y a pas besoin, ah si il y a besoin apparemment. Et on va faire l'assignation d'adresse IP sur cette machine-là, comme sur cette machine-là aussi. On va lui donner le point 3, tranquillement. Voilà. Donc tout le monde existe dans le réseau, puisque tout le monde a une adresse IP, donc à partir de ce moment-là, ils peuvent communiquer. Par exemple, si on fait ping un PC sur l'autre au sein du même réseau, ça va pouvoir communiquer tranquillement. Ok. Donc là, j'ai fait communiquer ce PC-là avec ce PC-là, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va avoir envie d'avoir, c'est une communication entre divers hôtes de chacun des réseaux. Ce qu'on va faire, c'est que on va communiquer. On va d'abord faire la notion de passerelle par défaut. Admettez pour l'instant que le routeur sait rediriger correctement les réseaux, les paquets. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que au sein de notre réseau, on va avoir des IP, grâce au masque, on sait en fait si une IP appartient à notre réseau ou pas. Dans ces cas-là, on a vu, il n'y a aucun problème. Ils arrivent à se ping entre eux, ils arrivent à communiquer. En revanche, si on veut communiquer quelqu'un ou en adresse IP de destination, bah, elle ne correspond pas au masque réseau, donc ça signifie qu'on veut communiquer avec une adresse IP qui est à l'extérieur de notre réseau. Dans ces cas-là, on va passer le paquet, forcément pas l'IP en question, puisqu'elle est même pas sur le réseau, on peut pas savoir. On va passer l'IP à une passerelle par défaut. Une passerelle par défaut, c'est quoi? C'est un hôte, en fait, sur le réseau, qui va, en fait, être un routeur, qui va recevoir le paquet, à la place de la personne qu'on ne peut pas contacter parce qu'elle est sur un réseau différent. Pourquoi va recevoir le paquet en fait, c'est parce qu'en fait, c'est son rôle à lui d'être capable de rediriger les paquets destinés à un autre réseau, à une machine qui est sur un réseau différent. Voilà. Donc on va devoir, sur tous ces appareils-là, modifier la passerelle par défaut. Donc comment on fait? On va là, IP, et c'est dans Default Gateway. C'est juste passerelle par défaut en anglais. Ok? Et on met l'IP sur le réseau. Donc le routeur, lui, doit avoir autant d'interfaces réseau que de machines à laquelle il est connecté. Et en fait, ces interfaces réseau auront une IP. Donc le routeur a plusieurs IP. Il a une IP par réseau dans lequel il est. Parce que dans chaque réseau dans lequel il est représenté par une IP au sein de ce réseau. Voilà. Donc là, on sait déjà par exemple que sur ce routeur là, il est branché en gigabit 01 et là il est branché en gigabit 00. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une identité, on va lui donner de quoi communiquer avec ces réseaux. Donc n'oublions pas là qu'il y a deux réseaux différents. Il faut que il y ait deux interfaces réseau pour cette branche-là. Ok? D'ailleurs, pour des soucis de simplicité, je pourrais ne pas le faire, parce qu'en réalité, sur cette interface-là, va falloir créer deux interfaces virtuelles, une pour VLAN 1, une pour VLAN 2, pour que tout se passe bien. Ok? Je ne pense pas le faire là, mais on va le faire déjà pour les deux VLAN 1. Ok? Donc le VLAN 1 d'ici et le VLAN 1 d'ici. Sinon la vidéo est un peu longue. Je pense que je vais quand même réussir à la raccourcir. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre ce routeur et je vais configurer mes interfaces. Donc pour l'instant, l'interface qui est branchée ici, gigabit 00, je vais lui donner une vie là-dedans. Donc je vais prendre les IP en point .50 pour le routeur, comme ça je me perds pas. Donc là, IV, n'oublions pas sur 192.68.0, donc je vais mettre point .50 à la fin. Donc l'interface j.0/0, je vais lui assigner une adresse 192.68.0.50 avec le masque correspondant au réseau. Et là, je vais allumer l'interface. Ok. Donc là, la connexion s'établit, on voit, si on accélère un peu le temps, tout va bien. Et maintenant, le routeur existe sur le réseau. Maintenant, on va devoir le faire exister sur chacun des VLAN. Très bien. Donc, on va sortir de la configuration d'interface et on va configurer la nouvelle interface, qui est la gigabit 01. Comment on va faire pour gérer les deux VLAN? Bon, sur le principe, je sais comment faire. Donc maintenant, comme je m'en souviens plus des commandes à exécuter, je peux taper Cisco
routeur, interVLAN. Configurer le routage interVLAN des commutateurs. Je suis même déjà allé sur le lien. Juste que je me souviens plus. Donc, là, sur le switch, bon, il nous montre comment configurer nos VLAN, on s'en fout un peu. Maintenant, c'est sur le routeur que ça nous intéresse. Là, c'est la table de routage, je vous explique ça juste après. Oula, il n'y a pas beaucoup de choses là. J'aimerais bien un peu plus de détails sur le routeur. Ok, routeur. Ok, ça c'est sur le routeur. Donc, sur le routeur, configuration terminal, hostname. Bon, ça c'est pour rename en fait le routeur. Maintenant il s'appelle plus routeur, il s'appelle C machin. Bon, on s'en fout. Je vais vous en parler très brièvement juste après. Là, par exemple, il définit un mot de passe, il définit des connexions SSH pour pouvoir manipuler en ligne de commande comme ça le routeur, comme je vous ai montré, mais directement par une interface SSH ou Telnet, par exemple. On peut même faire par câble console. Au début, de toute façon, on est obligé de faire par câble console dans la vraie vie. Interface Fast Ethernet, no shut. Ok. Et là, voilà. On fait des sous-interfaces avec le point 0. Donc, on a une interface Fast Ethernet 0.1 et on crée une interface pour chacune. Donc là, il y a ça, et pour le 0.2, on va aussi le faire. Ok? Donc on va le faire. Donc, hop. Attends, déjà il faut que je regarde ce que c'est. Là, je crois que c'est gigabit 0.1. Ouais, c'est gigabit 0.1. Donc int g01. Sur cette interface, je ne pense pas qu'il faut assigner d'adresse IP. Est-ce qu'il le fait? Non, il l'allume juste, tout simplement. Donc très bien. On fait du no-shut. Hop, hop. Je mets ça à côté, c'est plus pratique. On fait du no-shut, on sort de l'interface et là on va configurer nos 0.1.1. Et après il y aura .2. Donc ça, ce sera pour le VLAN 1. On va la configurer. Donc là, on voit bien que c'est une sous-interface. C'est une interface virtuelle de l'interface. Donc sub-if pour sous-interface. Et on va lui assigner en fait le VLAN 1 avec cette commande-là. Donc tout simplement .1q, c'est juste comme ça qu'ils ont noté leur truc, leur technologie. Bon, c'est pour ça que je vous dis, je vais pas m'attarder sur les commandes parce que il y en a beaucoup qui ont du sens. Au final, vous voyez que moi-même j'en connais quand même pas mal par cœur. Mais effectivement, après c'est juste de la doc. Voilà, le principal c'est de comprendre comment ça fonctionne. Les commandes elles peuvent varier d'un constructeur à l'autre et elles ne sont pas toujours intuitives. Donc là, .1q et 1, le 1 qu'il y a là, ici là, c'est pour dire que c'est pour le VLAN 1, et native c'est parce que par défaut, c'est le VLAN 1. Voilà. Et maintenant on va lui assigner une adresse IP, parce que après tout c'est l'interface qui existe au sein du réseau du VLAN 1. Donc il faut bien qu'il y ait une adresse IP pour la représenter. Donc le VLAN 1 c'était 114.68.1, et là on a dit qu'on va faire les points 50. Ok? Et là on va lui mettre le masque correspondant au réseau. Et maintenant, normalement, il va falloir le no-shut. Non, on n'a pas besoin de l'allumer parce qu'il y a juste marqué exit, c'est parce qu'on a allumé l'interface à laquelle elle appartient. Apparemment, c'est suffisant. Maintenant, on va faire la même chose avec la deuxième sous-interface. Ça fonctionne, que fait le routeur exactement? Je vais vous montrer. Show IP route. Ça, c'est une commande pour pouvoir voir la table de routage. Et les petits C, c'est sur quoi c'est connecté. Donc là, toutes les IP qui ont cette forme, 192.68.0.0 avec le masque SH24, donc le masque qui autorise la liberté juste de ce dernier chiffre, ça va être connecté à gigabit 00. Ça veut dire qu'en gros, tous les paquets que reçoit le routeur, si l'adresse IP de destination est de cette forme-là, appartient à ce réseau, alors dans ces cas-là, il va rediriger le paquet sur ce port-là. Ce port physique, là, dans ce câble-là. Donc en réalité, c'est très simple, le fonctionnement d'un routeur. La table de routage, c'est uniquement ça. Il y a une adresse IP de destination, sur le paquet que reçoit en fait tout simplement le routeur, et il va rediriger le paquet au bon endroit, sur sa bonne interface à lui. Et donc à partir du moment où il a envoyé le paquet sur son interface à lui, qui est bonne, c'est l'interface du réseau à laquelle appartient l'IP. Et donc là, ça va être cool. Ça va fonctionner. On peut connecter plusieurs routeurs entre eux et avoir en fait plusieurs routeurs qui transportent le paquet, chacun en obéissant à sa table de routage. Ok? Si un seul routeur n'est pas directement connecté à tous les réseaux, on peut avoir plusieurs routeurs. Et en fait, Internet, le web,
c'est en fait, si vous voulez, une énorme toile d'araignée de plein de routeurs interconnectés, qui eux sont connectés aussi à leur petit réseau et qui permet également du coup bah forcément d'acheminer les paquets correctement aux utilisateurs en bout de chaîne, aux hôtes comme on dit. Donc voilà comment fonctionne la table de routage. C'est tout simplement une table où il enregistre la forme des IP de destination et il sait que bah le paquet va falloir le rediriger sur ce câble. Et puis voilà, tout simplement. Et ça sera automatiquement sur son interface du réseau concerné. Et là, il n'y aura plus de problème. Donc là, il y a ces IP-là qui seront redirigés vers gigabit 00 et ces IP-là qui vont être redirigés vers gigabit 1.1. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas euh, mon mention d'interface 1.2. Normalement, elle devrait y être. J'ai peut-être oublié de l'allumer. Donc int g01.2 no shut end et là show IP route. Ouais, bah je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Configuring IP routing on a LAN sur l'interface is allowed. Ah! Ok, c'est parce que c'est cette commande-là qui est pas passée, à cause de mon oubli de la commande encapsulation. Voilà. Donc là, j'illustre bien, malgré moi en fait, que bah, les commandes ne sont pas à apprendre par cœur. Obligatoirement, c'est à force de pratiquer qu'on les connaît par cœur, mais c'est pas ça qui fait l'intelligence du truc, parce que comme vous voyez, il y a des spécificités assez particulières qui ne sont pas non plus très intelligentes. Pas dans le sens où c'est con, mais dans le sens où bah, c'est juste un moyen, un outil. Donc là, on a correctement notre table de routage qui est configurée correctement. Donc tous les IP de cette forme-là seront connectés sur le 1.2, qui est notre interface qui représente le VLAN 2. Donc ça existe au sein du VLAN 2, du premier réseau. Là, on a le troisième réseau qu'on a créé, là on a le premier. Voilà. Donc là, tout le monde est connecté correctement entre eux. On peut ajouter des choses dans le routage. Donc je crois que c'est IP route directement. Ouais, IP route. Donc là, IP route, et puis on peut ajouter une route à un port ou alors à une autre IP. Parce que si deux routeurs sont connectés entre eux, bah ils sont connectés entre eux et leur connexion représente un réseau. Un réseau tout simplement de routeurs, donc ils ont chacun une adresse IP pour communiquer entre eux. Et cette adresse IP là peut être indiquée comme IP de redirection du paquet. Donc on peut dire toutes les IP de cette forme-là, avec ce masque-là, machin, sont redirigés vers l'IP du truc, 176.0.16. Je sais pas quoi, par exemple. Voilà, vers un autre routeur. Voilà. Et ce routeur va également suivre sa table de routage. Donc on peut ajouter des choses à la table de routage. À noter que voilà, de base, on a ces trois choses qui sont configurées parce qu'en fait, les réseaux qui sont directement connectés en port physique, en fait, qui sont connectés pas en port physique mais qui sont directement connectés au routeur, alors il les ajoute automatiquement à sa table de routage. C'est pour ça qu'il est marqué is directly connected. Mais si on parle d'un réseau qui est derrière un autre routeur et que les deux routeurs sont connectés entre eux, alors dans ces cas-là, le réseau concerné ne sera pas directement connecté au routeur, donc il ne pourra pas ajouter automatiquement à sa table de routage l'adresse IP destination, le réseau correspondant. Donc en fait, on va devoir le faire manuellement. On peut le faire manuellement, ou alors il y a des protocoles de routage dynamique qui sont en réalité beaucoup plus simples. Mais c'est vrai que le routage statique est du coup un peu plus contraignant, mais il nous permet bien de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Je vais pas le faire là, ça ferait un peu long, mais en gros voilà le principe. Le principe est vraiment très simple. Le principe c'est qu'on a une forme d'adresse IP et on redirige sur l'interface correspondante. Voilà. Donc on a ça, on est très content parce que on a en fait le routeur qui a une interface par réseau. Et donc, cette interface-là, il a une adresse IP et il existe
au nom sous cette adresse IP dans chacun des réseaux. Donc là, il a 3 IP, notre routeur. Et il va recevoir les paquets, il va pouvoir router correctement dans le bon câble. Voilà. Sur la bonne interface, pour être précis. Donc, comment on va faire maintenant? N'oubliez pas que chacune de ces machines-là, qui ne sont pas le routeur, doivent avoir une passerelle par défaut et doivent avoir comme passerelle par défaut l'IP du routeur dans leur propre réseau. Parce que eux, ils veulent envoyer un paquet avec une adresse IP de destination qui n'est pas dans le réseau, donc ils savent pas comment l'envoyer et à qui. Donc ils vont l'envoyer automatiquement à la passerelle par défaut, donc au routeur qui lui saura quoi faire avec, parce qu'il a sa table de routage où il sait comment envoyer les paquets qui ne sont pas dans son réseau, parce qu'il est connecté à plusieurs réseaux à la fois. Donc on va tout simplement configurer. Donc à chaque fois j'ai pris l'adresse IP, mais j'ai mis en .50 pour la passerelle par défaut. Je fais ça pour tous. Je vais faire déjà ça pour eux. Donc je vais copier-coller, hein, je crois. Hop. Pour le VLAN 1, hop, voilà. Et maintenant pour le VLAN 2, ok, hop, pardon, c'est pas ça. Hop, 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 et lui, peut-être que je l'ai oublié, ouais. Voilà. J'ai mis en passerelle par défaut pour tout le monde. Il faut que je mette en passerelle par défaut aussi pour les switches, éventuellement. Il n'y a pas forcément besoin, c'est si les switches veulent se ping entre eux. Là, ça va fonctionner sans. Quand il faut rentrer dans la ligne de commande, j'ai un peu la flemme. Mais on peut effectivement mettre, je vais le faire pour un switch. Regardez. Hop. Et là, on a default passerelle. IP, je crois que c'est IP default gateway. Voilà. Et là, on configure. Tout simplement. J'ai fait ces VLAN là. Maintenant, je vais faire cela. On va faire en .50. Ils sont dans le même réseau, les deux, donc c'est bon. Et maintenant, lui, s'il voit une IP qui n'existe pas dans son réseau, donc qui n'est pas du 192.168.0. quelque chose, parce qu'il obéit à ce masque, alors dans ces cas-là, il saura pas à qui l'envoyer, il va l'envoyer à sa passerelle par défaut, qui est en réalité du coup l'IP qu'on a assigné à son routeur. Et donc il va contacter le routeur il va voir le paquet avec cette adresse-là, et il va se dire, oula, il va falloir que je redirige ce paquet parce qu'il a une adresse IP de destination qui est un tel. Donc, il analyse la forme, il voit quelle interface réseau que lui possède, si ça correspond, et puis si ça correspond, alors dans ces cas-là, il va l'envoyer sur son interface réseau. Et son interface réseau, elle, bah du coup, saura, sans problème, puisqu'elle est dans le même réseau, donc elle saura envoyer le paquet correctement. Et donc le paquet atteindra sa cible, tout simplement. Alors là, vous pouvez vous demander, comment il sait? Parce qu'en fait, si mon PC 3, par exemple lui, envoie un paquet réseau avec une adresse IP de destination qui est par exemple celui-ci, comment on fait pour envoyer tout simplement sur la passerelle par défaut? Parce que pour envoyer sur la passerelle par défaut, du coup, il faudrait remplacer l'adresse IP. Il faudrait remplacer l'adresse IP de destination qui était lui par l'adresse IP du routeur. Et une fois que ça arrive au routeur, bah du coup, il y a une perte d'information. Puisque comme on a remplacé l'adresse IP de lui par l'adresse IP du routeur, bah lui, il sait plus que c'était l'adresse IP de lui qu'il y avait. Donc c'est pas un remplacement d'adresse IP. Sinon, il y aurait une perte d'information. En réalité, ce que ça fait, l'histoire de passerelle par défaut, c'est que ça remplace les adresses MAC. Donc sur la couche niveau 2 du modèle aussi. Ça remplace les adresses MAC et ça laisse les adresses IP inchangées. Donc comme ça, le PC3, il voit que l'adresse IP, elle est absolument pas sur son réseau. Donc, ok, pas de problème, on redirige sur la passerelle par défaut. Il regarde l'adresse IP de la passerelle par défaut. Il trouve son adresse MAC, donc avec le protocole ARP. Et il change uniquement l'adresse MAC de destination du paquet en laissant l'adresse IP de destination du paquet inchangée. Il va envoyer donc ce paquet-là à l'adresse MAC, pouf, ça va fonctionner parce que le commutateur il redirige en fonction des adresses MAC, comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo. Et donc lui va se retrouver avec son adresse MAC en paquet de destination, mais c'est pas gênant, parce que lui son rôle c'est de router avec les adresses IP. Il va lire les adresses IP de destination,
elle est inchangée, c'est toujours celle qui était à l'extérieur de son réseau, il va pouvoir la lire tranquillement et la rediriger sur sa bonne interface, qui elle va faire le job de la rediriger tranquillement, parce que de toute façon elle est sur le même réseau. Voilà. Donc, par exemple, si lui veut communiquer avec, par exemple, je veux ping lui, là, c'est quoi son adresse IP? C'est 0.2. Ok. Si je veux ping 0.2, ping 192.68.0.2, qui est, on le rappelle, à l'extérieur de son réseau. Parce que lui, il est en 192.168.1. Quelque chose. Mais ça va fonctionner. Normalement. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Normalement, c'est censé fonctionner. Donc, toujours pareil. Si ça fonctionne pas, on va aller en mode simulation pour voir où est le problème. Ça fonctionne, voilà. Donc en fait, j'avais juste oublié le mode trunk. Voilà. Donc en fait, tout simplement là, il y a les deux VLAN, il y a VLAN 1 et VLAN 2. Et pour arriver au routeur, en fait, il y a VLAN 1 et VLAN 2 qui doivent aller dans ce câble-là. Donc j'avais pas mis en mode trunk. Donc voilà, petit oubli de ma part. Effectivement, avec le mode trunk, du coup, tous les paquets des VLAN 1 comme des VLAN 2 peuvent passer là et être accueillis par leur interface respective. Pour pouvoir être pris en charge ensuite par le routeur. Donc là, si on veut ping, comme je l'ai fait là, 192.1.2 qui est ici, qui est pas du tout sur le même réseau. Hop là. Pas .1.2, mais .0.2 par exemple. Hop. Donc c'est cet ordinateur-là. Alors ça va fonctionner. Bon là ça met un peu de temps, mais ça va envoyer les paquets correctement. Voilà, là ça commence. Donc les paquets sont bien envoyés. Donc là on a plusieurs réseaux qui arrivent à communiquer entre eux, tout simplement. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc on a vu les simulations, on a vu le gestion des switches, des interfaces réseau, d'un peu toutes les machines, de la gestion des VLAN, de la gestion aussi de la circulation des VLAN dans les câbles, avec le trunking. On a vu le routeur, ce qui fait la différence vraiment claire entre switch et routeur, ça n'a rien à voir. Et surtout, la table de routage, ainsi que le paramétrage même de sous-interface d'un port physique. Et ça, c'est cool. Voilà. On a vu donc la notion également de passerelle par défaut. Maintenant, le dernier truc que j'aimerais faire, c'est parler rapidement des ACL. Les ACL, c'est les Access List. Donc ça s'écrit comme ça, ACL, et c'est en fait des Access List. Ce qui se passe, c'est que c'est des règles qu'on va mettre pour pouvoir bloquer certains trucs, un peu comme des pare-feux. Par exemple, dans les Access List, on va pouvoir dire, sur cette interface-là du routeur, on va jeter les paquets qui ont comme adresse IP de source ou de destination telle forme, tel masque. Voilà. Ça peut être pratique. Par exemple, si je veux créer une ACL enable conf t, et là, je vais faire access list, on peut, access list, ok. Là, il y a deux types d'access list, il y a les standards et il y a les extended. On va faire une standard pour la démonstration, mais les extended sont pratiques aussi, parce que ça permet d'être beaucoup plus précis. On peut bloquer, en fait, dans les standards, on indique juste un réseau, donc une adresse IP avec un masque, et donc toutes les adresses IP qui obéissent à ce masque-là, alors dans ces cas-là, seront jetées, qu'elles soient en adresse IP de destination ou de source dans le paquet. Alors que les ACL extended, ça permet, donc on les détecte avec le numéro, là il faut mettre des niveaux entre 1 et 100 et là entre 100 et 200. Les extended, en fait, elles permettent de préciser beaucoup, beaucoup mieux. Elles permettent de préciser la forme d'adresse IP de source et de destination, de distinguer les deux. Et elle permet également, comme en fait c'est une ACL qui s'opère pas sur le niveau 3 mais sur le niveau 4, elle permet du modèle OSI, elle permet également de préciser le protocole et le port. Donc si on veut par exemple bloquer sur le port 443 de la source ou, ou de l'arrivée, de la destination. Et exactement, et aussi le protocole si on veut TCP, UDP, etc. Donc ça permet vraiment de faire des règles en fait de passage ou de jeu ou de tout simplement jetage des paquets qui sont vraiment cool quoi. Parce que par exemple je peux empêcher ce PC-là, enfin ce réseau-là de communiquer avec le VLAN 1 qui est ici, et je peux empêcher le VLAN 2 de communiquer avec lui,
Mais par exemple, le fait que le VLAN 2 et VLAN 1 puissent communiquer entre eux. Donc je peux faire des règles complexes comme ça. Et les règles en fait vont s'appliquer ensuite sur les interfaces directement. Donc les paquets qui passent par cette interface seront jetés ou non selon ces règles. Donc il y a quelques petites particularités, c'est pas une whitelist ni une blacklist d'adresse IP, c'est un peu un mélange des deux. Par défaut, ça va rejeter tous ceux qui n'obéissent pas à la règle. Bon, il y a quelques petites subtilités comme ça que je vais pas préciser parce que là encore c'est propre au constructeur. C'est pareil que les commandes, donc vous verrez. Donc là c'est access list, vous vous renseignerez vous-même. Par exemple, je fais un, donc pour une règle, un groupe d'access list. Et là, je vais voir ce qu'on peut faire. On peut faire permit ou deny. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais deny, par exemple, le VLAN 2, par exemple 192. Le VLAN 2 c'était 10.0.0.0.255.0.0.0.0. Et après je vais faire permit all, permit any. Voilà, comme ça j'autorise tout. Donc d'abord je refuse, et après tout le reste j'accepte. C'est vraiment linéaire. Voilà. Maintenant on va aller dans l'interface réseau concernée. Donc, si je fais do show IP interface, brief, c'est cool. On a donc notre VLAN 1 qui est ici. Donc, on va faire la règle sur le VLAN 1. Donc, par exemple, on va dire G0 slash 1.1 et sur cette configuration là, on va mettre l'access list. Donc, c'est comment qu'on fait? IP, je crois. Access group, c'est ça. Specify access control for packets. Voilà. Et là, on va lui assigner entre 1 et 199, vous l'aurez compris, donc l'identifiant de la liste. Là, c'était la liste 1. Je vais lui donner le numéro 1. Hop. Et là, in or out. Donc, est-ce que c'est valable pour les paquets entrants ou les paquets sortants? Donc, moi, je vais faire pour les deux. Peu importe. Voilà. On peut faire juste pour les paquets sortants, par exemple. Mais bon, moi, je fais pour les deux. Je veux complètement interdire la connexion. Ok. Maintenant, end. Je peux sauvegarder la configuration. Donc maintenant, là, sur l'interface du VLAN 1, ici, j'ai interdit tous les paquets provenant du VLAN 2. Voilà. Donc, on va voir, on va essayer de faire communiquer entre eux. Donc, par exemple, celui-là, il est en adresse IP 002. Donc, hop, pardon, tac, tac. Ping, on va essayer de le ping. Ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne devrait pas fonctionner. Ok, donc, en fait, je me suis trompé parce que c'était les wildcards qu'il fallait. Donc, je supprime la ligne. Et là, je mets l'inverse. Donc, j'enlève 0.0.0.255. Voilà. Donc, en fait, là, j'utilise les wildcards au lieu du masque. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour les ACL. Voilà. C'est comme le masque, mais à l'envers. Pour décrire le réseau. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc, il y a des raisons techniques derrière, hein. Et voilà. Là, si je fais do et slash access list, j'ai correctement indiqué mon access list. Normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, on a le PC là, qui est accès, qui n'a pas accès à lui. Voilà. Parce que j'ai bloqué la connexion. Le VLAN 1 ne peut pas connecter avec le VLAN, communiquer avec le VLAN 2. Parce que j'ai bloqué sur l'interface du routeur qui est dans le VLAN 1. J'ai mis une ACL, donc une access list, qui indique qu'il faut jeter les paquets lorsque l'adresse soit de destination soit de source est une adresse correspondant au réseau du VLAN 2. Donc il ne peut pas communiquer avec le VLAN 2, mais il peut communiquer
avec l'autre réseau qui est là, par exemple, là, c'est quoi son adresse IP à lui? 0.0.3. Donc là, il va pouvoir communiquer sans problème avec 0.3, qui est le PC qui est à l'autre bout, là, qui est ce PC-là. Hop là. Là, il peut communiquer sans problème. Voilà, bah écoutez, là je vous ai tout expliqué au niveau des bases. Donc vous savez configurer un switch, vous savez configurer également toutes les VLAN. Voilà, donc des réseaux, plusieurs réseaux différents qui sont gérés par un même switch. Et ensuite vous savez gérer également des routeurs qui permet en fait de faire le pont entre plusieurs réseaux. Voilà, donc c'est pratique. Et vous avez là à peu près la représentation de tout ce que globalement est Internet. Internet, c'est une interconnexion de routeurs et les paquets sont redirigés dans des sous-réseaux comme ça. Et là, vous avez l'illustration de comment fonctionne au niveau configuration tout Internet. Alors bien sûr, il y a l'utilisation de plusieurs protocoles, comme par exemple pour le routage dynamique. Évidemment qu'il y a plusieurs encapsulations différentes pour répondre à plusieurs besoins différents, comme l'encapsulation par exemple des VPN, etc. Évidemment qu'il y a plusieurs mesures de protection et de firewall différents qui, comme les ACL en fait, on peut considérer ça comme un firewall. Et il y a énormément de choses comme ça, voilà, différentes. Et on va pas tous les énumérer. Mais déjà là, vous avez l'essentiel de tout ce qu'est la configuration réseau. Voilà. Après les commandes, là on est sur des appareils Cisco, donc j'utilise les commandes Cisco. Ils ont une doc, vous pouvez aller voir la doc. C'est très bien comme ça. Voilà. Bon bah voilà. J'espère que ça a été assez clair pour tout le monde.